Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce il me touche personnellement depuis de nombreuses années. Et j'imagine que parmi vous, il y a certainement des gens, des femmes qui sont touchées par ce problème, ou peut-être des thérapeutes, des kinés, des professionnels de santé, dont les patientes se plaignent de ce problème et qui ne savent pas toujours comment les aider. Et donc ce sujet, comme vous le voyez, c'est le sujet des migraines autour des règles, qu'on appelle aussi migraine cataméniale. Et finalement, vous allez voir que ce n'est pas un seul problème, mais plusieurs problématiques différentes. Et selon les circonstances d'apparition de ces migraines, finalement, on va avoir se dessiner des schémas très différents d'une personne à l'autre. Et c'est ce qui explique que la prise en charge va être très diverse et peut être assez compliquée quand on n'a pas bien compris ça. En fait, on est face à différentes situations. Alors évidemment, ce ne sera pas possible d'être exhaustif dans une vidéo sur ce sujet, et même si je prenais des heures, je ne suis pas sûre d'être compétente dans tous les domaines. Simplement, ce que je veux faire avec cette vidéo aujourd'hui, c'est vous donner les outils, les clés pour comprendre un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez ou votre patiente, quelle au pluriel, parce que vous pouvez peut-être cocher plusieurs cases de ce qu'on va voir aujourd'hui et vous permettre par cette compréhension d'aller faire vos propres recherches, d'aller approfondir certains domaines pour trouver la prise en charge qui vous conviendra le mieux. Alors, les différentes situations dont je voulais vous parler, c'est déjà les différents moments au niveau du cycle, parce qu'on parle de migraine cyclique, de migraine cataméniale, mais on ne parle pas forcément de la même chose. Et pour les femmes qui sont concernées, c'est souvent assez clair à quel moment arrivent ces migraines. Est-ce que c'est avant l'arrivée des règles, dans la période prémenstruelle, qui peut s'étendre finalement aux 2 semaines précédant les règles, donc finalement c'est la moitié du temps. Est-ce que ça arrive pendant les règles, au moment du déclenchement des règles, donc le jour 1, c'est-à-dire le jour avec le flux le plus abondant, ou est-ce que c'est en fin de règles, voire le jour qui suit la fin des règles? Et même si pour le grand public ça peut paraître à peu près la même chose, finalement c'est une migraine qui arrive à peu près une fois par mois. Ça, ce sont des différences majeures qui vont nous permettre de comprendre dans quelle direction il faut aller chercher. Et ces personnes qui sont migraineuses autour du cycle peuvent aussi présenter des migraines à d'autres moments, à des moments qui n'ont rien à voir avec le cycle. Et ça peut être intéressant de les interroger ou de vous interroger aussi. Est-ce que vous avez aussi des migraines à d'autres moments? Ou est-ce que ces migraines autour des règles sont exacerbées par d'autres phénomènes, donc comme le stress, la fatigue ou des phénomènes alimentaires? Donc ça nous fait déjà 6 grandes possibilités en termes de timing, en termes de circonstances, qui vont nous permettre de nous orienter vers l'une ou l'autre explication. Je précise que dans cette vidéo, je vais parler de certaines solutions qui sont accessibles directement, certaines voies de traitement qu'on peut aller chercher tout de suite, mais dans la majorité des cas, ça demandera de votre part des recherches supplémentaires, la recherche d'une formation plus complète, parce que ce sont des sujets qui sont très complexes. Alors les traitements habituels, quand une femme se plaint de migraine autour des règles, les médecins, les praticiens généralement vont se tourner vers des traitements symptomatiques, donc des traitements au niveau de la douleur, soit des antalgiques. En première intention, souvent on commence par des antalgiques, donc des antalgiques de type 1, en particulier le paracétamol. Sachez, pour ceux qui ne savent pas, que le paracétamol n'est pas sans effet. En particulier, il a un rôle, enfin, il a un effet hépatotoxique, donc une toxicité sur le foie qui est reconnue à haute dose, mais même à faible dose, en fait, il demande un travail particulier au foie. Et on va voir tout à l'heure que le foie est largement impliqué dans la problématique des migraines, donc ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Ensuite, quand les paracétamol ne suffit pas ou si la personne ne souhaite pas en prendre, on peut avoir recours aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc tout ce qui n'est pas corticoïde, les anti-inflammatoires classiques, vous pouvez vous voir prescrire pour différentes autres problématiques. Donc elles peuvent être prescrites aussi pour les problèmes de migraine, sous-entendant qu'il y a un problème inflammatoire à l'origine. Donc on va parler aussi des problèmes de l'inflammation. Sans aller plus loin dans la question des anti-inflammatoires, il y a des effets secondaires à la prise des anti-inflammatoires. Donc là aussi, si on veut raisonner en termes de prise en charge naturelle, fonctionnelle, de restauration de la santé, ce n'est pas forcément non plus la direction qu'on va souhaiter prendre, pour le patient en tout cas. Il y a aussi une troisième catégorie de médicaments qui sont les antimigraineux. Donc là, je ne vais même pas du tout aller dans ce domaine parce que c'est un domaine médical assez pointu. C'est probablement justifié dans certains cas d'aller dans ces traitements-là.
Moi, je suis là pour vous parler de la compréhension de ce qui se passe derrière, de comment on peut en venir à bout naturellement. Donc, médicament ou pas, finalement, j'ai envie de vous dire, c'est pas de mon ressort. Et puis souvent, le médicament miracle, le traitement universel qu'on donne aux femmes qui se plaignent de migraines autour des règles, puisqu'il y a une composante cyclique, une composante hormonale, on va leur donner souvent la pilule. On va leur proposer de prendre la pilule, ou je dis la pilule pour simplifier, mais n'importe quelle contraception hormonale fonctionne de la même manière, que ça soit un plan anneau, stérile et hormonal, c'est à peu près le même fonctionnement, qui consiste donc à donner, à administrer à la femme une contraception, des hormones synthétiques qui vont lisser son cycle. Finalement, il n'y a plus de cycle menstruel sous pilule. Peut y avoir des saignements à l'arrêt de la pilule qui miment les règles, mais ce ne sont pas des règles puisque il n'y a pas d'ovulation sous pilule. Donc on bloque l'ovulation et les règles, on lisse le cycle et de cette manière on espère supprimer le symptôme. Donc pour moi, là aussi, alors, premier sujet qu'on pourrait approfondir largement, c'est un sujet qui mérite d'aller vraiment en profondeur dans la problématique que pose la pilule. Pour simplifier, en tout cas, mon opinion, c'est que la pilule, la contraception hormonale peut être un choix de contraception qui peut être défendable. C'est tout à fait légitime de donner la pilule à une femme qui souhaite ce type de contraception, si c'est pour la contraception. Mais la pilule n'est pas un médicament et annuler, lisser le cycle, supprimer le cycle hormonal naturel d'une femme sous prétexte que ce cycle n'est pas très bien, ne fonctionne pas très bien et occasionne des symptômes, ce n'est absolument pas une solution puisqu'on fait que masquer, mettre sous le tapis tout ce qui nous pose problème et on n'est absolument pas allé régler la cause sous-jacente et dans certains cas on aggrave le problème. Donc sans vous parler de tous les effets secondaires qui peuvent être liés à la pilule, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Il faut quand même savoir que donner la pilule pour un problème de migraine, c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister puisque, je l'ai mis en rouge, les femmes migraineuses sont déjà, ça représente un facteur de risque thromboembolique, le fait d'être migraineux, et chez les femmes migraineuses, la prise de contraception hormonale augmente le risque thromboembolique multiplié par 2. Donc ce n'est pas anodin d'avoir des migraines. On va voir qu'il y a différentes raisons à ça, mais ça peut aussi démontrer un problème vasculaire au niveau de la tête. Et donc prendre un médicament qui est démontré comme étant un facteur de risque thromboembolique, c'est franchement dangereux. Il faut savoir aussi que la pilule entraîne donc des carences au niveau des micronutriments. Elle cause les déficits en certains micronutriments. Il y en a beaucoup, mais je vous ai mis ici ceux qui nous intéressent. Le magnésium, vous verrez qu'il a un rôle direct sur les migraines. Le coenzyme Q10, et donc la carence de magnésium et de coenzyme Q10 sont des facteurs de risque d'hypertension artérielle. Donc on retombe sur la problématique et des maux de tête, puisqu'il y a certains maux de tête qui sont déclenchés par l'hypertension, et le facteur de risque thromboembolique. Et on a aussi des carences en zinc. Donc il y a des études qui ont recherché un petit peu les causes et les associations chez les femmes migraineuses sous pilule et elles étaient en intégralité carencées en zinc avec donc un effet sur la balance zinc-cuivre. Pour les gens qui connaissent un peu la micronutrition, vous savez que c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Donc on a chez les femmes sous pilule un excès de cuivre par rapport au zinc et qui serait donc qui est en tout cas de manière observationnelle relié à la manifestation de migraine. On reviendra sur la question, mais il faut aussi savoir que la pilule, les femmes qui déclenchent des migraines au moment des règles, dans une grande proportion de cas, ce problème commence à la prise de pilule. Donc en fait, c'est dans certains cas la pilule qui a créé les maux de tête au moment des règles, et ce n'est pas du tout leur santé, leur état de santé sous-jacent qui provoquait ce problème. Mais bon, là c'est pas le sujet de cette diapo. Simplement pour vous dire, dans les traitements habituels, voilà ce qu'on propose. Il n'y a pas vraiment de très bonnes solutions. En tout cas, moi, il n'y a rien qui me satisfait là-dedans. J'ai été moi-même concernée par ce problème et cette prise en charge médicale et ce qu'on me proposait en termes médicaux ne m'a jamais vraiment satisfait. Alors, quels sont les axes de prise en charge fonctionnelle, c'est-à-dire non médicale? Moi, je ne suis pas médecin, donc de toute façon, la question des médicaments
n'est pas de mon ressort. En tant que patiente, on peut aussi se poser la question de prendre ou ne pas prendre un traitement médical. Et donc, je suis là pour vous parler de ce qu'on peut faire sans médicaments, avec une prise en charge, donc dite fonctionnelle. On peut aussi dire naturelle, mais j'aime bien le terme de fonctionnel qui veut dire qu'on restaure la fonction, qu'on redonne la possibilité aux différentes fonctions de notre corps de fonctionner de manière optimale. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse des symptômes vraiment de manière durable. Alors vous voyez, il y a plein d'axes différents sur lesquels on peut aller travailler. Chacun de ces axes mériterait en fait de se former pendant plusieurs heures. Donc je vous encourage à le faire si certaines de ces informations qui correspondent à ces axes de prise en charge vous intéressent ou vous interpellent. Le premier, ce sera l'inflammation. On peut aussi avoir un axe sur le plan digestif. Un axe bien sûr très important, mais qui est finalement le plus complexe, qui est celui de l'équilibre hormonal, puisqu'on parle bien de problématiques qui touchent les femmes pendant les règles, donc de manière cyclique, liée au cycle hormonal. On va aussi pouvoir travailler au niveau des tensions tissulaires, ça c'est pour les kinés, les ostéopathes ou les patientes. Sachez qu'il y a des choses à faire avec un axe de thérapie manuelle au niveau du tissu conjonctif. Et il y a bien sûr la problématique des carences micronutritionnelles. Donc je l'ai dit, la pilule peut être une explication, mais finalement, nous sommes tous et toutes plus ou moins carencés en micronutrition à cause de notre mode de vie de manière générale. Donc l'inflammation, ces douleurs au niveau de la tête, ces maux de tête ou ces migraines, je n'ai pas donné des définitions, mais la céphalée, c'est vraiment un mal de tête, donc une douleur qui se manifeste au niveau de la tête à différents endroits. Et la migraine, c'est vraiment la moitié de la tête, la moitié du crâne, dont on connaît bien les migraines ophtalmiques, donc la moitié de la tête et qui vient s'insinuer jusqu'au niveau de l'œil. Ces manifestations douloureuses peuvent prendre un caractère inflammatoire. Donc on peut ressentir une chaleur, une sensation de pulsation. Et on sait dans les prises en charge fonctionnelles, on sait pour ceux qui pratiquent la micronutrition, que les problématiques inflammatoires, la problématique d'un organisme qui ne sait pas gérer l'inflammation, qui est trop facilement et trop longtemps dans un contexte inflammatoire, démontre qu'il y a un problème tout simplement de gestion de l'inflammation sous-jacente. Donc je dis tout simplement, mais c'est quand même un phénomène qui est complexe. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une inflammation aiguë ou une inflammation de bas grade? Si vous savez, l'inflammation de bas grade se manifeste quand on a un marqueur CRP qui est normal, donc inférieur à 5, mais qui est quand même supérieur à 1. Une CRP ultrasensible entre 1 et 5, ça montre qu'il y a un phénomène d'inflammation de bas grade. Donc on met souvent en parallèle avec cette image des braises, ce n'est pas un incendie mais des braises rougeoyantes et à tout moment n'importe quel déclencheur peut faire repartir une inflammation là où il ne devrait pas forcément y en avoir. Donc il y a plein d'axes de prise en charge sur ces inflammations de bas grade. Pour ce qui concerne ma question aujourd'hui, je voulais simplement dire que l'inflammation, la présence d'une inflammation impacte aussi l'équilibre hormonal parce qu'il diminue la sensibilité des récepteurs à la progestérone. On va voir que c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, s'il y a un problème inflammatoire, il faut bien sûr interroger la personne sur les autres manifestations inflammatoires qui peuvent exister. Et on a nos axes de prise en charge, donc par l'alimentation, une alimentation anti-inflammatoire riche en antioxydants, en polyphénols, un bon équilibre en vitamine D, un bon équilibre en acides gras, avec particulièrement le rôle des oméga 3, et un équilibre au niveau de la flore intestinale, du microbiote, qu'on appelle eubiose. Eubiose, c'est le contraire de dysbiose, donc c'est un bon équilibre au niveau du microbiote intestinal. On continue avec un autre axe de prise en charge qui peut être le côté digestif. Alors je fais une parenthèse, je suis désolée pour la qualité de la vidéo, il y a une coupure et puis peut-être que l'incrustation de la vidéo empiète un peu sur une partie des diapos. J'espère que vous comprenez quand même. J'ai fait quand même assez rapidement parce qu'il faut savoir que ça prend beaucoup de temps de préparer les diapos et de faire les vidéos et les montages. Donc voilà, c'est une vidéo que je vais essayer de mettre en ligne le plus vite possible et c'est vrai que j'ai fait un peu vite. J'espère que ça vous embête pas et j'en suis désolée. Donc sur le digestif, on va avoir un axe sur le côté foie et vésicule biliaire. Donc ça, ce que vous pouvez interroger votre patiente ou vous interroger vous-même, est-ce que ce sont des migraines qu'on appelle aussi digestives, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont accompagnées de manifestations digestives, telles que le plus classiquement les nausées ou les vomissements. Dans les migraines ophtalmiques dont je parlais tout à l'heure, donc avec une manifestation vraiment douloureuse au niveau de l'œil, même à l'intérieur de l'œil, je trouve personnellement qu'il faut se poser la question
En tout cas, il faut réfléchir en termes de l'énergétique. Dans l'énergétique chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, c'est le sigle MTC que j'ai noté. On voit que justement, comme par hasard, le méridien de la vésicule biliaire vient vraiment comme ça sur le côté de la tête et le méridien du foie passe au niveau de l'œil. Et d'ailleurs, dans la médecine traditionnelle chinoise, certains d'entre vous connaissent certainement, peut-être même mieux que moi, les yeux sont associés à l'énergie du foie et de la vésicule. Donc, que ça soit en termes énergétiques ou en termes physiologiques, on voit qu'il y a un lien. Quand une personne a des douleurs, des migraines qui sont accompagnées de vomissements, donc il y a clairement une manifestation digestive, eh bien pourquoi pas se tourner vers les solutions de médecine traditionnelle chinoise. Ça peut être le Qin Nei Sang, ça peut être donc le massage chinois des organes, l'acupuncture, le reiki, la kinésiologie qui est aussi basée sur la compréhension et la circulation des énergies dans les méridiens. Euh, ça ne fonctionne pas comme on a l'habitude de raisonner en médecine occidentale, mais ça peut très bien soulager les symptômes en allant vraiment chercher un petit peu la cause de fond et en équilibrant les différents systèmes. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. J'ai lu aussi qu'il y a une différence entre les maux de tête, en tout cas on va dire les migraines, puisque c'est la moitié de la tête. À droite serait plutôt de la vésicule biliaire et à gauche serait plutôt du foie. En termes d'énergétique chinoise, bien sûr. Donc on pourra aller un peu plus loin dans des choses un peu plus terre à terre au niveau du foie et de la vésicule. Les questions qu'on peut se poser si toutefois les symptômes ne sont pas associés à nausées ou vomissements. Est-ce que cette personne a une problématique générale? Est-ce qu'elle a un foie et une vésicule qui ne fonctionnent pas bien? Donc là, encore une fois, je reviens sur ce terme de prise en charge fonctionnelle. On veut redonner de la fonction. Donc la fonction hépatique, c'est quoi? C'est la digestion du gras. Est-ce que c'est une personne qui a des difficultés à digérer le gras, qui se sent lourde après les repas un peu trop riches, un peu trop gras, qui a besoin de faire la sieste juste après manger? Ça, c'est vraiment des signes qui doivent nous indiquer qu'il faut aller soutenir le foie de cette personne. Je ne parle pas de détox, parce que là, je m'éloigne du sujet, mais il y a des prises en charge qui sont mal faites en voulant toujours faire de la détox, mais tout le monde n'est pas capable de faire de la détox, mais on va dire plutôt soutenir la fonction hépatique. Un des grands signes qui est associé au foie et à la vésicule, c'est la fatigue, même si la fatigue correspond à plein de dysfonctions. Mais pour revenir à la première diapo qui était quand se manifestent ces migraines, c'est une personne qui se plaint particulièrement de fatigue, avec un teint brouillé, mauvaise haleine. Il y a des marqueurs au niveau de la langue aussi, on revient sur l'énergétique chinoise, qui peuvent nous donner une indication que c'est peut-être sur cet axe-là qu'il va falloir travailler. Sachez aussi que c'est au niveau du foie que se passe la détoxification des œstrogènes. On va en parler tout à l'heure un peu sur l'axe hormonal. Quand on synthétise des hormones, quand un cycle hormonal normal, une femme fabrique des œstrogènes et ces œstrogènes doivent être ensuite détruits et sont détruits la première phase au niveau du foie. Donc une personne qui a une problématique hépatique, il y a des problématiques diverses et dont certaines sont même liées à des variantes génétiques, donc des choses sur lesquelles on ne peut rien, eh bien il y a des personnes qui détoxiquent moins bien leurs œstrogènes. Donc c'est en lien avec le foie, mais ça va retomber sur la problématique hormonale, on va le voir après. Et puis la fonction vésiculaire, c'est un petit peu plus spécifique. Souvent ça fonctionne ensemble, hein, foie-vésicule, mais on peut être un peu plus spécifique avec la vésicule biliaire, donc peut-être des maux de tête peut-être plus à droite, qui vont être accompagnés avec une constipation, des selles collantes, salissantes, parce que ce sont les acides biliaires, la bile, la vésicule chasse la bile et permet de commencer à fabriquer ce qui va être après les selles. Donc disons que l'intestin ne peut pas bien faire son travail si au départ, à l'entrée de l'intestin, on n'a pas eu cette bonne chasse biliaire. Donc là, il y a plein de raisons pour ça. Encore une fois, je ne peux pas approfondir. Et donc particulièrement aussi, on va retrouver des personnes qui se plaignent de nausées. Donc il y a plein de choses à faire quand il y a une dysfonction de la vésicule. À faire en première intention, si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, faire un dosage du fer, c'est-à-dire ce n'est pas le fer circulant, mais un dosage de la ferritine sanguine, à toujours accompagné d'un marqueur CRP. Si la CRP est supérieure à 5, la ferritine n'est pas interprétable. Mais si vous avez une ferritine basse, a fortiori même si vous avez une CRP élevée, que la ferritine est quand même basse, alors qu'elle est artificiellement élevée, ça veut dire que vous êtes en manque de fer.
en tout cas une ferritine basse, une ferritine en dessous de 60-70, doit nous interpeller puisqu'on a besoin de fer pour fabriquer les acides biliaires. On a aussi besoin de cholestérol, donc faites doser votre cholestérol total et ne soyez pas obsédé par avoir un cholestérol le plus bas possible parce qu'un cholestérol trop bas, c'est un manque de précurseurs pour fabriquer un certain nombre de choses, dont les acides biliaires. Voilà, c'est des recommandations, enfin des choses que vous pouvez regarder rapidement sur votre dernière prise de sang. Je sais, je ne vous donne pas la manière de régler ces problèmes, mais c'est simplement pour vous donner des axes de recherche et de réflexion. Et puis on a plein de plantes qui permettent de travailler sur la fonction vésiculaire, la fonction biliaire. Des plantes qu'on appelle cholérétiques qui permettent de fabriquer des acides biliaires, enfin de la bile, et les plantes cholagogues qui permettent de chasser la bile. Donc avant de prendre l'une ou l'autre, il faut déjà savoir quel est le problème. Ne prenez pas une plante cholagogue qui va chasser la bile si vous ne fabriquez pas de bile. Ça, c'est une erreur classique dans justement ces prises en charge de, entre guillemets, détox hépatique qui sont mal faites. Moi, je vous recommande la fumeterre en extrait ou même en tisane, qui est une plante avec laquelle on ne prend pas de risque. C'est une plante qui permet de moduler, donc augmenter ou réduire la contraction du sphincter qui ferme la vésicule, le sphincter d'Oddi. C'est aussi un sphincter sur lequel on peut agir en thérapie manuelle. On va y revenir après. Mais vous ne prenez pas de risque avec la fumeterre. Si le sphincter est trop tendu, il se relâchera. S'il est trop relâché, il se retonifiera un peu. Donc pas d'effet secondaire, pas de contre-indication. Ça peut aider dans certaines circonstances, parfois ça ne suffit pas. Et puis sur le digestif, on doit aussi s'intéresser à la santé de l'intestin pour différentes raisons. Bon, vous savez, si vous faites de la micronutrition, que l'intestin, c'est un peu là d'où tout démarre. Encore une fois, dans les grandes lignes. Si on a une hyperperméabilité intestinale, qui est une des grandes problématiques qu'on peut rencontrer dans un problème fonctionnel de l'intestin, on va avoir des passages de ce qu'on appelle des exorphines, des protéines qui viennent de l'alimentation, qui vont passer à la faveur de cette hyperperméabilité dans le flux sanguin et qui peuvent déclencher ou aggraver certains phénomènes douloureux. Ce n'est pas spécifique de la migraine, mais ça existe. Parmi ces exorphines, il y a des protéines qui sont issues du gluten, et je vous ai mis gluten en majuscule plus parce que vraiment ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en première intention, tester. Est-ce que l'arrêt du gluten, j'ai lu une étude qui disait que l'arrêt du gluten améliorait 89% des symptômes migraineux, des syndromes migraineux. Donc, est-ce que c'est une solution unique et universelle? Non, parce qu'il n'y a jamais de solution unique et universelle, mais c'est vraiment un grand déclencheur, et en particulier quand il y a sous-jacent une problématique intestinale qu'il faut bien sûr prendre en charge. On a aussi en lien avec l'intestin la problématique de l'histaminose, l'hyperhistaminose, encore un très vaste sujet. Sans rentrer dans le détail, donc l'histamine, c'est une molécule qui est naturellement présente dans le corps et qu'on est censé pouvoir dégrader. Donc il y a des personnes qui ne dégradent pas bien l'histamine et il y a aussi des personnes qui vont être simplement en excès d'histamine parce qu'en plus de leur histamine, disons, normale, ils vont avoir une histamine qui vient de l'alimentation ou qui est produite par le microbiote intestinal quand il y a une dysbiose. C'est le point suivant. Certaines dysbioses vont avoir tendance à fabriquer des amines qui saturent notre enzyme et donc l'histamine normale et l'histamine alimentaire ne sont plus détruites et on se retrouve avec des hyperhistaminoses. C'est un phénomène un peu complexe, j'espère que j'ai réussi à le rendre intelligible. En tout cas, les hyperhistaminoses se manifestent par des symptômes qui ressemblent aux allergies. Donc on peut avoir des gens qui vont se sentir mal, des malaises, des plaques rouges. Les maux de tête font partie des symptômes classiques et là c'est vraiment des gens qui vont le mettre en relation avec des choses qu'ils mangent. Donc vous pouvez aller chercher sur internet quels sont les aliments les plus riches et les plus déclencheurs d'histamine. On a parmi ça les produits laitiers, les poissons, le vin blanc, les fraises, voilà, il y a toute une liste qui est assez longue. Et ça, il faut vraiment que ça vous fasse tilt chez les gens qui vous disent dès que je mange un peu trop riche. La dernière fois, j'ai mangé du poisson avec une sauce à la crème et un verre de vin blanc. D'habitude, le poisson, je supporte bien, mais là, c'était trop riche et je me suis sentie mal avec des forts maux de tête. Là, vraiment, il faut que ça vous fasse tout de suite tilt histaminose. Allez voir les vidéos des gens qui sont allés plus loin dans ce domaine. Formez-vous.
une problématique vraiment complexe, mais très peu de gens connaissent ce problème et ça mérite, quand on l'identifie chez un patient, qu'on l'aide à se sortir de ce problème. Et puis donc, je vous disais, la dysbiose, donc le déséquilibre de, du microbiote intestinal, peut donc avoir cette action d'interférer avec, enfin, créer un problème ou accentuer un problème d'hyperhistaminose, mais aussi on a dans certaines dysbioses une problématique sur l'enzyme bêta-glucuronidase, et ça va avoir plutôt un lien avec les œstrogènes. Encore une fois, on va revenir sur ce problème hormonal. Euh, les personnes qui ont certaines dysbioses, les femmes, vont avoir tendance à recapturer plus d'œstrogènes. Donc on l'a vu, première étape de détoxication des œstrogènes, c'est dans le foie. Et même si cette étape se passe bien, ensuite au niveau de l'intestin, selon comment fonctionne cette enzyme bêta-glucuronidase, certaines patientes vont recapturer leurs œstrogènes dans le flux sanguin au niveau de la paroi de l'intestin, et donc elles vont avoir un excès d'œstrogènes. On va voir après en quoi c'est lié au problème de maux de tête. Donc en tout cas, retenez que comme souvent, il faut une bonne santé fonctionnelle de l'intestin. Donc on en arrive au problème des hormones. Alors finalement, ce serait le plus gros sujet à aller voir dans cette problématique des migraines cycliques, puisqu'évidemment c'est cyclique, donc c'est en lien avec le cycle hormonal, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce sont vraiment des problématiques très très complexes et qui peuvent être combinées avec les problématiques qu'on a vues tout à l'heure. Donc, je voulais simplement vous montrer que ce sont des cas différents selon le moment où se manifeste cette migraine. On l'a vu, je vous l'ai dit, la migraine avant les règles, pendant les règles ou après les règles, ce n'est pas la même problématique. Donc, avant de pouvoir, pour vous, aller plus loin et aller rechercher des informations, posez-vous la question, est-ce que c'est une migraine prémenstruelle, donc associée au syndrome prémenstruel, SPM? Dans ce cas-là, on va avoir une personne qui va avoir un syndrome prémenstruel associé, donc pas uniquement des maux de tête, mais aussi peut-être des douleurs au niveau de la poitrine, de la rétention d'eau, l'irritabilité, même éventuellement une déprime prémenstruelle. Donc on parle bien de la semaine, 10 jours, voire même 15 jours qui précèdent le déclenchement des règles. Je pense qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas sur la diapo. J'espère que vous comprenez quand même, mais c'est tout ce que je dis à l'oral correspond à ce qui est écrit. Donc quand il y a un syndrome prémenstruel associé, quand ce sont des migraines de syndrome prémenstruel, c'est lié à l'existence de ce syndrome prémenstruel et donc à un déséquilibre, à une insuffisance de progestérone par rapport aux œstrogènes, puisque dans la phase en fait prémenstruelle, dans les 2 semaines qui précèdent les règles, on devrait être dans une dominance un peu de progestérone. Et quand on n'a pas suffisamment de progestérone, il y a un déséquilibre, un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone qui crée ce syndrome prémenstruel. Il y a une surstimulation qui est liée à l'excès d'œstrogène. Alors la question, enfin il y a 1000 questions à se poser, hein. La prise en charge du syndrome prémenstruel, c'est des heures et des heures de recherche et de formation. Mais sachez simplement que pas assez de progestérone, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a eu une ovulation? Parce que la progestérone ne va être fabriquée au niveau des ovaires que si l'ovulation a eu lieu. Et en fait, il y a plein de femmes qui ont des cycles sans ovulation, même s'il y a des règles peu abondantes, ou un cycle un peu court, tout ça, ce sont des choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, peut-être sur le fait qu'il manque de la progestérone. Donc c'est une question qu'il faut se poser et ensuite il faut aller chercher les causes et les prises en charge. Je ne peux pas développer ça aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, mais il y a un rôle de l'inflammation sur les récepteurs à la progestérone. Donc même une femme qui ovule bien, qui a une bonne synthèse de progestérone, un bon taux, s'il y a une inflammation sous-jacente, les récepteurs sont altérés et donc la progestérone ne peut pas faire son travail. Donc on se retrouve au niveau de la clinique avec le même effet. Maintenant, si cette migraine apparaît au moment des règles, donc ça c'est vraiment la définition de la migraine cataméniale, là c'est la chute des œstrogènes. C'est vraiment le fait que les taux d'hormones diminuent brutalement qui provoque cette migraine. Ça c'est vraiment bien connu et bien documenté. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? On a une chute, plus le taux est haut au départ et plus la chute est brutale. Plus on tombe de haut, plus la chute est difficile. Et donc, quel que soit, si vous voulez, le taux de progestérone, quelles que soient les manifestations du syndrome prémenstruel que la femme a ou non,
Si elle a une migraine au moment du déclenchement des règles, il faut se poser la question de quel est son taux d'œstrogène au départ. C'est pas tout à fait la même problématique. Là précédemment, je vous parlais d'un équilibre œstrogène-progestérone. Là, je vous parle d'un taux vraiment qui est trop élevé de manière objective. Un excès d'œstrogène va créer une chute trop brutale et donc une migraine au moment des règles. Et cet excès d'œstrogène, est-ce qu'il est réel ou relatif? Donc, encore une fois, on peut revenir sur la problématique d'un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone ou un excès d'œstrogène tout simplement parce qu'on en fabrique trop, par exemple avec un tissu adipeux qui est en excès, puisque le tissu adipeux fabrique une certaine catégorie d'œstrogène, ou est-ce qu'on a une difficulté à les détoxiquer? Comme je vous l'ai dit dans les deux précédentes, dans les précédentes diapos sur le foie et les intestins, c'est dans ces deux organes que se passe la détox des œstrogènes. Donc même si on fabrique les œstrogènes à un taux normal, mais qu'ensuite on les recapture ou qu'on n'arrive pas à les détoxiquer, au final dans le sang, eh ben, on a quand même un taux d'œstrogène qui est trop important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs oestrogènes, à les détoxiquer? Il faut faire une investigation clinique, voire même biologique, beaucoup plus poussée que ce que je vous dis là. Mais il y a des choses à faire pour ceux qui sont un petit peu plus calés. Mettez-vous dans votre pense-bête. Dans la détox hépatique des oestrogènes, il faut penser à la méthylation. On peut utiliser la bétaïne, donc tout simplement pour les personnes qui ne connaissent pas, la bétaïne, on trouve ça dans les betteraves et le quinoa, et le dym qui permet aussi de détoxiquer les oestrogènes au niveau du foie qu'on trouve dans les crucifères, dans la famille des choux, des brocolis. Donc vous ne perdez rien à mettre ça dans votre alimentation au quotidien. Betterave, choux, brocolis, quinoa. Et si la problématique est plus au niveau de l'intestin, donc on a vu qu'il faut avoir une bonne santé fonctionnelle de l'intestin, il faut aller travailler sur tout ce qui ne fonctionne pas dans l'intestin, chercher à atteindre le biose, par exemple avec des probiotiques. Certains probiotiques sont plus ciblés sur cette problématique particulière. Et on a le glucarate de calcium qui est aussi un élément qui va venir jouer sur l'enzyme, la bêta-glucuronidase, la moduler pour éviter ce problème de recapture des oestrogènes. Je vous donne vraiment des indications comme ça, un petit peu au lance-pierre. Ne prenez pas des compléments alimentaires sans bien comprendre ce qui se passe derrière. Les termes un peu plus avancés de biochimie, c'est pour les gens qui connaissent et qui pratiquent la micronutrition. Et simplement dans l'alimentation, il y a des choses simples qu'on peut faire. Sachez aussi pour les personnes qui ont tendance à avoir un excès d'œstrogène qu'on peut moduler les récepteurs en consommant des phytoœstrogènes. Contrairement à ce qui est encore beaucoup dit, les phytoœstrogènes, en particulier ceux qu'on trouve dans le lin et dans le soja, ne sont pas des molécules qui vont augmenter votre imprégnation œstrogénique. Au contraire, puisqu'elles vont venir se fixer sur le récepteur des œstrogènes, mais en ayant un effet bien plus faible. Donc finalement, elles vont occuper l'espace et si vous avez trop d'oestrogènes dans le sang, ils vont avoir moins de récepteurs sous la main pour faire effet. Donc une personne qui a des manifestations d'hyperœstrogénie, dont l'une d'elles peut être cette migraine à la chute brutale des oestrogènes, consommez là aussi des phytoœstrogènes. Donc là aussi, vous ne prenez pas de risque, sauf si vous avez des antécédents de cancer hormonodépendants. Bien sûr, si c'est votre cas, j'espère que vous ne faites rien à l'aveugle, mais je le cite quand même. Sinon, dans tous les autres cas, vous ne prenez aucun risque à consommer des graines de lin broyées, fraîchement broyées, ou du soja en particulier sous forme fermentée. Par exemple, le tofu lacto-fermenté, quotidiennement, qui va vous permettre de baisser votre imprégnation œstrogénique et on voit vraiment le résultat sur les hyperœstrogénies, en particulier ce type de problématique de migraine le jour des règles, ou de règles très abondantes et très douloureuses. C'est vraiment une bonne manière par l'assiette de venir moduler cette problématique. Et puis, pour aller vers des choses un petit peu moins complexes, vous pouvez aller consulter ou renvoyer vos patientes, ou si vous êtes kiné, vous former à ces méthodes-là. Il y a des méthodes qui permettent de travailler au niveau du tissu conjonctif, donc vraiment au niveau physique, sur les manifestations douloureuses. On peut travailler sur le nerf d'Arnold, donc le nerf de l'espace C2, dysfonction de C2. Donc on peut venir travailler sur la vertèbre, les vertèbres cervicales, sur le nerf lui-même. Il correspond dans son trajet un peu au méridien de la vésicule biliaire. Donc il y a vraiment des choses qui se croisent dans les différentes prises en charge qu'on peut aborder.
Le nerf trijumeau, qui est un nerf crânien, la cinquième paire de nerfs crâniens. Donc là aussi, un travail ostéopathique sur le crâne peut s'avérer très bénéfique. Le nerf phrénique, qui est le nerf qui descend jusqu'au diaphragme, donc qui va vraiment faire le lien entre la sphère digestive et tout ce qui concerne la nuque, des blocages au niveau de la nuque, des manifestations, des irradiations, des inflammations qui peuvent mimer maux de tête et migraines. Là, que ce soit évidemment au moment des règles ou pas, hein. Les méninges aussi, il y a des méthodes particulières qui sont vraiment intéressantes pour soulager les tensions au niveau des méninges. Je pense particulièrement à la méthode Jones ou voilà, d'autres méthodes d'ostéopathie probablement que je ne connais pas. Donc dans ces techniques manuelles, on peut aussi travailler sur le vasculaire. Améliorer la vascularisation au niveau de la tête peut vraiment avoir un effet très positif aussi. Et puis pour ceux qui font de la kiné viscérale, n'hésitez pas à aller voir chez ces patientes, donc le foie, on en a déjà parlé, et la vésicule avec particulièrement le sphincter d'Oddi. Pensez toujours quand vous travaillez sur le foie et la vésicule d'aller aussi travailler sur l'intestin, puisque en gros, pour schématiser, si on veut chasser, on préfère que ça chasse vers le bas, que si vous piégez cette dysfonction du foie et qu'elle ne peut pas descendre, donc elle ne peut pas se poursuivre par la digestion, vous allez créer des maux de tête. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent chez les kinés en viscéral qui commencent, qui a bien travaillé le foie. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tension particulière, de dysfonction particulière dans la suite de la digestion. Sinon, vous pouvez vraiment créer ces maux de tête et ces migraines. Donc c'est ça l'explication. Alors voilà, je voulais vous faire un petit récap sur tout ce qu'on vient de voir. C'est quand même assez long et malgré tout, je ne fais qu'effleurer la surface des différents sujets. Donc qu'est-ce que vous devez vous poser comme question quand vous êtes face à une migraine autour des règles? Je ne parle même pas de tous les autres cas de migraine parce que c'est encore plus long et on pourrait parler de plein d'autres choses. Donc à quel moment ça se passe autour des règles? Est-ce que c'est avant? Donc est-ce que c'est lié à un syndrome prémenstruel? Est-ce que c'est au moment des règles? À ce moment-là, c'est lié à la chute des oestrogènes. Ou est-ce que c'est après les règles? Je ne l'ai pas mentionné, mais ça existe, c'est un peu plus rare, mais c'est quand même particulier. Et auquel cas, on peut pas le comprendre vraiment sous l'angle du déséquilibre hormonal, mais on peut se poser la question d'une anémie transitoire, d'un manque de fer. L'anémie est le plus souvent liée à un manque de fer, et ça peut très bien s'expliquer, le manque de fer chez les femmes, et surtout après les règles, puisqu'on perd du sang. Donc quand vous avez déjà compris, enfin vu dans quelle case vous pouvez vous mettre, est-ce que c'est avant, pendant, après, à ce moment-là, je vais revoir un petit peu tout ce qu'on a dit. Si c'est avant, si c'est lié à un syndrome prémenstruel, est-ce qu'il y a un manque de progestérone? Est-ce qu'il y a une ovulation réelle qui se passe ou non? Et est-ce qu'il y a de l'inflammation? Et sur tous ces axes, vous pouvez travailler. Est-ce qu'il y a simplement un excès d'œstrogène qui explique que du coup la balance œstrogène-progestérone est en faveur des œstrogènes, donc ça peut être une cause de syndrome prémenstruel, mais ça peut être aussi une cause de douleur, de migraine au moment des règles. Donc cet excès d'œstrogène, c'est vraiment quelque chose finalement qui va certainement revenir le plus souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un excès d'œstrogène? On peut moduler grâce à la consommation de phytoœstrogènes, donc je redis, graines de lin fraîchement moulues ou soja plutôt sous sa forme fermentée. Ou est-ce qu'on a un problème de détoxication des œstrogènes, auquel cas il faut se poser la question, qu'est-ce qui pêche? Est-ce que c'est le foie, vésicule, ou est-ce que c'est l'intestin? Enfin le foie, disons, ou est-ce que c'est l'intestin? Si c'est foie, et donc on revient, je dis foie vésicule parce qu'on peut avoir cet abord en phytothérapie, en médecine traditionnelle chinoise, qui va à la fois améliorer notre problématique ici, la problématique globale qui est hormonale, mais aussi la problématique qui lie directement le foie et les vésicules avec des migraines, donc même en dehors du cycle. Voilà une approche qui peut vous servir si vous êtes concerné par cette manifestation-là, migraine au moment des règles, mais aussi migraine digestive à d'autres moments. Pensez aussi à aller voir si la personne manque de fer, éventuellement utiliser le DIM, donc on peut trouver un complément alimentaire ou simplement consommer des brocolis, des crucifères, la famille des choux. Et puis, est-ce que la personne a une bonne méthylation? Donc ça peut s'évaluer par la biologie. On peut demander le dosage de l'homocystéine, le dosage des vitamines du groupe B,
Tout ça, ça nous donne une indication. Il y a aussi un dosage, enfin une analyse génétique, parce qu'il y a 30% de la population qui a une variante génétique qui ne leur permet pas de faire correctement la méthylation. Donc, ça, c'est quand même déjà une pratique avancée. Mais quand on ne sait pas, on peut toujours prendre du magnésium, qui sert un peu de cofacteur au bon fonctionnement de la méthylation, de la bétaïne, soit en complément alimentaire, soit dans les betteraves et le quinoa et des vitamines du groupe B. Faites doser vos vitamines du groupe B. Beaucoup de gens sont carencés. Pensez à la vitamine B, aux vitamines B, surtout la vitamine B12 chez végétariens, végétaliens. Il faut vraiment prendre une complémentation. Ça affecte aussi cette fonction-là. Le magnésium a un effet direct sur les migraines. Le magnésium inhibe ce qu'on appelle la substance P. Donc les personnes qui sont carencées en magnésium sont à risque de faire des migraines, quelles que soient les circonstances, rien à voir avec les règles ou pas. Mais première chose à faire, donner du magnésium sous forme chélatée, bisglycinate de magnésium, 300 mg. C'est souvent associé à la B6, donc c'est vraiment une bonne approche en première intention sur tout type de migraine. On revient sur le côté intestin, on l'a vu. Voyez ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation. Est-ce que ça vaut le coup de faire une alimentation sans gluten ou une alimentation pauvre en histamine? Sachez que les hyperhistaminoses ont tendance à... comment dire? Le problème de l'hyperhistaminose et le problème de l'hyperœstrogénie sont des problèmes qui se répondent en ping-pong. Une femme qui est en hyperœstrogénie est souvent en hyperhistaminose et l'hyperhistaminose entretient l'hyperœstrogénie. Donc si vous avez identifié ce problème, ça vaut le coup d'aller creuser parce qu'on est souvent dans un cercle vicieux, c'est difficile d'en sortir. Et je vous ai mis aussi une flèche directement puisque je vous ai dit le gluten est un déclencheur de migraine et l'histamine aussi en elle-même, tout lien avec les hormones mis à part. Et donc pour l'intestin, on doit travailler sur une bonne santé fonctionnelle de l'intestin, en particulier un bon équilibre du microbiote intestinal, une eubiose. Pour ça, on peut travailler avec des probiotiques et on peut éventuellement, si le problème c'est la détox des œstrogènes, travailler avec le glucarate de calcium. Et je termine avec la dernière partie. Si les migraines sont là après les règles, donc pensez à aller chercher si la personne manque de fer. Si elle manque de fer, c'est peut-être parce qu'elle a des règles très abondantes. Si elle a des règles très abondantes, c'est peut-être parce qu'elle est en hyperœstrogénie. Donc on revient sur tout le tableau qu'on vient de voir. Et donc sinon, bien sûr, allez voir le fer. Si on ne peut pas l'expliquer par un problème de règles abondantes, on peut peut-être l'expliquer par un autre type de saignement, un problème de dysbiose aussi, ça peut arriver, qui consomme le fer, ou simplement le fait que la personne ne consomme pas assez de fer dans son alimentation. C'est fréquent. Les personnes, je vous l'ai mis à cheval sur magnésium et fer, les personnes qui manquent de fer et les personnes qui manquent de magnésium sont souvent fatiguées. Donc c'est un indice supplémentaire qui peut vous indiquer d'aller chercher plutôt dans ces directions-là, par exemple. Et puis tout en haut, je vous ai mis, parce que je ne vous l'ai pas dit depuis le début, mais toute cette prise en charge, toute cette logique ne fonctionne que si bien sûr la personne a un cycle hormonal, si elle a de ses hormones naturelles. Je ne parle pas des personnes qui sont sous pilule, puisque les personnes qui sont sous contraception hormonale n'ont plus de cycle hormonal naturel. Toute cette logique ne tient pas. Il faut quand même savoir que la pilule est un déclencheur de migraine cataméniale majeure, parce que on est sur cette problématique de chute des œstrogènes. La pilule contient des œstrogènes synthétiques, ce pas des œstrogènes naturels, mais quand même. Et donc ces quelques jours ou cette semaine où on arrête sa pilule pour entretenir les saignements qui ressemblent aux règles, eh bien, on a sur une chute brutale des hormones qui est parfois difficile à supporter. Donc ça peut être tout simplement la première cause. Donc une femme qui a des migraines au moment des règles parce qu'elle prend la pilule comme contraception, la question de changer de contraception peut se poser, ça peut régler le problème finalement. Et puis la contraception hormonale, je vous l'ai dit, va provoquer des carences dans certains micronutriments. Donc je vous ai mis un lien, je ne sais pas si on le voit en jaune, vers le magnésium. On manque de magnésium quand on est sous pilule. Et va aussi créer des dysbioses. Les personnes qui sont sous contraception hormonale ont souvent un problème d'écosystème digestif associé au niveau de l'intestin. Donc ça ne fait que participer aux différentes problématiques qui sous-tendent les migraines autour des règles.
Voilà, j'espère que tout ça c'était clair. Ça fait beaucoup beaucoup d'informations. J'avais envie de tout regrouper parce que c'est une question qui m'anime beaucoup et je me rends compte que c'est compliqué et simplement prendre en charge une personne qui a des migraines autour des règles en soignant la migraine sans prendre en compte les différentes spécificités qui peuvent être sous-jacentes, ça ne fonctionne pas. Donc j'avais envie de vous donner un peu des grandes lignes, un peu un mode d'emploi pour essayer de comprendre vers quoi je dois aller et qu'est-ce que je dois chercher. C'est probablement frustrant, cette vidéo est quand même malgré tout longue et pourtant je n'ai fait que effleurer la surface de chacune des problématiques. Donc c'est probablement frustrant pour vous, ça l'est pour moi aussi, ne pas pouvoir aller au fond des choses, mais chacune de ces problématiques, et en particulier tout ce qui concerne les déséquilibres hormonaux, sont des choses qui sont très très longues à expliquer, très longues à comprendre. Donc je vous invite, si vous êtes professionnel et que ça vous intéresse, bien sûr, à vous former sur ces questions. Et je vous invite, si vous êtes patiente, à aller trouver le professionnel qui sera formé dans la méthode qui vous intéresse, donc que ce soit une méthode manuelle, un ostéopathe, un kiné viscéral, un micronutritionniste formé en hormonaux ou pas, pour essayer de comprendre ce qui vous arrive et comment on peut vous aider à sortir de ce problème. Je vous souhaite au maximum de pouvoir vous sortir de ces migraines chroniques, cycliques, parce que vraiment ça gâche la vie. Et j'espère que par cette vidéo et par vos recherches personnelles, vous arriverez à en venir au bout. Merci pour votre écoute et votre confiance et à bientôt.